Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Mesdames et messieurs, dans un climat très spécial, un climat mélangé entre le soleil et la douleur, des attentats, la douleur par-ci et par-là, actualité oblige, bien entendu, un grand nombre de Marocains ont laissé la vie à l'attentat de Nice, un attentat qui a provoqué un drame, encore une fois, à notre deuxième pays, la France, et un certain nombre de nos concitoyens qui ont perdu la vie. Et à travers cette émission, nous souhaitons les adresser à tous et à toutes nos sincères condoléances, et dans le cadre de la transparence et dans le cadre aussi d'éviter l'amalgame, la communauté musulmane et notamment marocaine condamne cet acte barbare qui engage que la personne qui l'a commis. Mesdames et messieurs, le temps de rentrer en contact avec M. El-Jamouli, qu'on n'arrive pas à le joindre, certainement il y a un problème technique. D'ici là, on va vous laisser avec cette chanson ancienne, très ancienne marocaine, qui a tout un symbole et tout un sens par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement partout au monde. Oui, mesdames et messieurs, actualité oblige. Malheureusement, on n'arrive pas à joindre notre ami Al-Jamouli. Certainement, il est sous le choc, mais certainement, on aura l'occasion de lui parler dans cette émission. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'actualité oblige aussi sur le plan émireux. Les Marocains résidant à l'étranger et un certain nombre d'éléments qui nous obligent à faire une émission spéciale sur cette actualité émireuse, notamment l'opération Marhaba, notamment le souhait de chaque Marocain depuis un certain temps, la participation des Marocains et des étrangers au droit de vote, et surtout d'être représentés d'une manière libre et transparente. Mais l'actualité oblige, récemment, le ministre des Marocains résidant à l'étranger et des étrangers résidant au Maroc, M. Anis Birou, a procédé à une invitation pour le moindre de la qualifier que c'est rarissime. C'est une opération de promotion par rapport à ces actions, notamment de faire inviter les journalistes. Mais malheureusement, nous ne sommes pas avisés, un grand nombre de nos collègues qui sont par-ci, par-là, à travers l'Europe, aussi au Maroc, des journalistes, des hommes de médias qui ont travaillé dans ce secteur d'activité, qui connaissent le milieu, qui ont les moyens aussi de promouvoir la cause nationale, ils ont les moyens de promouvoir l'image du Maroc. Malheureusement, ils n'étaient pas conviés, et ce qui est surprenant, on intègre dans cette opération le CCME, mais aussi le ministère des Affaires étrangères. Afin de clarifier cette situation globale et ces éléments, nous serons heureux de recevoir d'ici peu de temps deux journalistes, deux figures de médias à l'échelle internationale d'origine marocaine, qui sont en direct avec un homme
qui a marqué l'histoire des Émireux depuis un certain temps, avec son émission qui a duré depuis un certain temps et qui nous a toujours gardé, grâce à elle, nous avons gardé toujours le lien avec le Maroc. Je vous laisse avec notre ami, c'est Mustapha Labiad. Marhaban bik. Merci, cher ami, et merci de cette éloquente présentation à mon égard. Effectivement, j'ai passé 20 ans de ma vie auprès des MRE. Je suis actuellement aussi MRE et comme par hasard, je viens d'entrer ce matin et par la route et j'ai vu aussi tout l'effort que font nos Marocains étrangers pour rentrer chez eux, pour passer des vacances chez eux, pour aider leurs concitoyens aidés ici et aussi pour garder ce contact avec le bled, comme on dit. Écoutez, moi, franchement, ça ne mérite pas vraiment qu'on parle de cette pseudo-invitation, de ce pseudo-colloque, de cette pseudo-réunion, parce qu'elle ne sert absolument à rien. Moi, je voudrais carrément parler de la politique envers les MRE. Est-ce qu'il y a une politique gouvernementale envers les Marocains résidents à l'étranger? Je répondrai par un non catégorique, que ce soit pour les journalistes, que ce soit pour les hommes d'affaires, que ce soit pour les clandestins, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les enfants. Il n'y a rien, absolument rien. J'ai suivi ça de très près pendant 20 ans. J'ai milité dans ce domaine pendant 20 ans pour que les mamans d'origine marocaine puissent donner la nationalité à leurs enfants. Ce qui était aberrant, c'est que les enfants d'une mère marocaine étaient obligés, et d'un père étranger étaient obligés de faire la queue pour avoir un visa pour entrer au Maroc. On a milité pour l'enseignement de la langue arabe pour les enfants des MRE. On a milité dans différents domaines et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a absolument rien. Et pour camoufler tout ça, pour cacher tout ça, pour embellir un peu l'action du gouvernement, alors qu'il n'y a pas d'action du tout, eh bien, on fait inviter une palette de journalistes, aux frais de pseudo-journalistes, aux frais du contribuable pour parler de je ne sais quoi. Moi, ça fait 4-5 ans que j'ai boycotté les activités du ministère des MRE, alors que je peux te dire que pendant l'ère de Mme Chkrouni et l'ère de CAMR, je n'ai raté aucune activité de ces deux ministres parce que je voyais un ajout, je voyais une vraie politique destinée aux Marocains résidents à l'étranger. Je peux vous énumérer quelques éléments très, très clairement. Les centres culturels marocains. Aujourd'hui, on est en train de les fermer alors que CAMR avait milité pour qu'on puisse avoir des centres culturels marocains. Le centre culturel marocain à Montréal est un bijou et aujourd'hui il tourne à plein régime. La semaine dernière, on a fermé le centre culturel marocain de Bruxelles qui se trouve au centre de Bruxelles parce que une partie du problème venait du fait que le Maroc ne contribuait pas suffisamment pour garder ouvert ce centre et pour le faire tourner comme il faut. S'il vous plaît, il s'agit donc réellement d'un problème financier. Oui, d'un problème financier, d'un problème de gestion. Mais d'abord d'un problème financier parce que la convention au temps de CAMR entre le gouvernement belge flamand et le gouvernement marocain était de gérer ce centre à deux et de contribuer à deux au financement de ce centre. Or, le Maroc contribuait 1 an sur 2 et quand il contribuait, c'est avec beaucoup de retard. Et le conseil d'administration de ce centre, qui était dirigé par une éminente personnalité marocaine du monde de la culture, c'est l'Arbi Htouta, qui est aujourd'hui d'ailleurs à Tanger, a crié haut et fort que ce centre ne peut pas continuer à tourner avec 250 000 euros de participation marocaine par an. Imaginez 250 000 euros, alors que je suppose que cette invitation pour 1 ou 2 journées a dû coûter 500 000 euros en frais. Et pour tourner un centre pendant 1 an, ça coûtait au Maroc 250 000 euros et on n'était pas capable de payer 250 000 euros à temps. Et deuxièmement, tout le centre a été refait par le Maroc et donc toute la contribution financière pour refaire ce centre avec la qualité de l'architecture marocaine et du décor marocain, et bien tout ça va être démoli parce que le centre maintenant
va être de nouveau fermé et rendu à ses propriétaires. Donc, si j'ai bien, c'est un instant, Sylvia de l'Echlik, parce que là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est très, très, très révélateur quand même, et c'est très fort. Il faut pas l'oublier, parce que là, il y a aucune politique. Justement, Oui. on est là pour dénoncer s'il y a matière à dénoncer, parce que tout ce que vous êtes en train de nous dire, c'est grave. Et vu que simplement tout ce qu'on entend à travers les médias, à travers les pages Facebook, à travers ces gens-là qui représentent un grand nombre d'institutions qui soi-disant sont faits pour faire valoir le Maroc à l'étranger et non les MRE, et on est en pleine contradiction. Franchement, un centre culturel marocain à Bruxelles à 250 000 euros par an, c'est aberrant. C'est aberrant de ne pas honorer cette petite maudite somme. Je vous donne plus d'informations, Oui. cher ami. Oui. Le Maroc, au temps de Sehamar, a acheté également une partie de l'université d'Amsterdam pour en faire un centre culturel. Alors cette partie de l'université d'Amsterdam, au plein centre d'Amsterdam, coûtait 80 millions d'euros. Non, 80 millions d'euros. D'accord. Non, 8 millions d'euros, pardon. 8 millions d'euros. Et donc, le monsieur Hamar avait demandé au consul général de l'époque de faire une proposition pour le rachat de cette partie donc de la faculté de l'université d'Amsterdam pour en faire un centre culturel. Et le Maroc a fait une proposition de 2 millions d'euros. Eh bien, dites-vous que le recteur de l'université a accepté l'offre marocaine, alors qu'il a reçu d'autres beaucoup plus alléchantes. Pourquoi ? Parce que c'était destiné à être un centre culturel. Et le recteur de l'université a dit, si c'est pour un centre culturel, moi je suis prêt à brader cette partie de l'université. Et le Maroc a acheté au temps de Sehamar, ça veut dire il y a 5-6 ans, cette partie de l'université de Bruxelles, qui est jusqu'à aujourd'hui fermée. Et il y a 3 ans, elle a été occupés par des SDF, par des gens qui n'avaient pas de domicile fixe et qui ont investi les lieux et qui sont restés pendant à peu près 1 an. Et c'est un meuble, c'est un bien qui appartient à l'État marocain. Et imaginez un centre culturel marocain en plein cœur d'Amsterdam. C'est pour vous dire que les gouvernements se suivent et chaque gouvernement qui arrive, il commence d'abord par casser ce qui a été fait. Autre chose, le rapatriement des corps des Marocains qui sont dans des conditions qui sont des démunis. Exact. Les Marocains décédés à l'étranger et qui n'ont pas les moyens de rapatrier, la famille n'a pas les moyens de rapatrier le corps, eh bien, au temps de Sehamar, je ne suis pas là pour faire la publicité de Sehamar, il n'en a pas besoin. D'ailleurs, il n'est plus ministre depuis très longtemps. Mais j'ai vu une vraie politique destinée aux Marocains de l'étranger. Donc, au temps de Sehamar, le Maroc s'occupait de rapatrier ces corps-là. Sehamar est parti, Simazouz a arrêté ce budget et Anis Birou a arrêté ce budget aussi. Et aujourd'hui, on est obligé de quémander de l'argent dans les mosquées et dans la rue pour rapatrier nos Marocains décédés à l'étranger et qui n'ont pas les moyens de payer. Donc, Sylvia, mis à part tout ce que vous avez dit sur M. Hamar, moi je le connais aussi personnellement, ce monsieur, c'est une personnalité noble au sens propre du terme, qui a tant donné pour les Marocains résidant à l'étranger, qui accompagne aussi les Marocains résidant à l'étranger. Ce monsieur, on n'est pas en train de le faire de la propagande, mais c'est un exemple rarissime qui a procédé à la promotion des Marocains résidant à l'étranger. Le souci qui se pose, du moment que Sa Majesté parle du capital immatériel et que les MRE représentent une partie importante de ce capital immatériel du Royaume du Maroc à l'étranger, du moment que la nouvelle Constitution parle aussi des droits à ces MRE, et ces droits qui sont bafoués à travers un certain nombre de décisions que nous n'arriverons pas à comprendre. Encore mieux, lorsqu'on voit des consuls qui n'ont aucune compétence pour gérer les MRE, on se croit on est dans des arrondissements, on est dans un muqata'a, mais il y a un problème grave. Et il y a de l'argent qui se dilapide, donc on l'a pu constater à travers des événements qui n'ont aucune utilité pour la promotion du Maroc, et des événements qui ont procédé à la promotion du Maroc sur le plan économique, comme culturel, comme politique. Malheureusement, il n'y a pas de suivi. Est-ce qu'il y a, d'après vous, une politique, moi j'ose dire une politique de choix? Donc on choisit ceux qui font partie de notre clan et on oublie la noble
raison pourquoi ces gens-là sont élus et ils ont des postes de décision, qui est la promotion du Royaume du Maroc. Écoutez, c'est certain, ça saute aux yeux. Vous n'avez pas à justifier ce que vous venez de dire. La preuve que depuis l'arrivée de ce dernier gouvernement et de ce dernier ministre, qui est un ami et pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est une amitié de 20 ans, mais je peux lui dire en face qu'il a complètement raté son mandat, qu'il me donne une seule activité en 3 à 4 ans qui est en faveur des Marocains résidents à l'étranger. À part inviter des gens et aller faire le tour du monde à la rencontre des MRE, quelle est la plus-value? Aucune. Et je peux défier quiconque qui pourra me dire que les 3 dernières ou 4 dernières années, il y a eu des acquis pour les Marocains résidant à l'étranger. Et là où le bas blesse, c'est de considérer ces 5,5 millions de Marocains comme des non-Marocains qui ne peuvent pas voter et élire ceux qu'ils souhaitent qu'ils les représentent. Il est aberrant de priver les Marocains de l'étranger de leurs droits constitutionnels. Le droit de vote est un droit constitutionnel. Qu'ils veuillent voter ou qu'ils ne veuillent pas voter, c'est un droit. Et la Constitution marocaine, et surtout celle de 2011, leur a clairement clarifié ce droit, et qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui que techniquement c'est impossible. Je suis désolé, le gouvernement est là pour rendre possible ce qui est impossible. Non, il y a des exemples réussis, Selbiad, il y a des exemples réussis, il y a nos frères tunisiens, il y a d'autres. Dans tous les pays du monde, leur diaspora est représentée au sein de leurs institutions. Comment voulez-vous faire croire à une population marocaine de l'étranger que lors du vote de la Constitution, on fait appel aux Marocains résidents étrangers pour voter et le pourcentage de vote des Marocains résidents étrangers pour la Constitution a dépassé de loin le vote du reste des Marocains du Maroc. Et 3 ou 4 ans plus tard, vous leur dites nous ne sommes pas techniquement capables de vous permettre de voter au sein de votre parti, d'accueil, ou de vos pays d'accueil. Justement, Sylvia Adler, donc, comme vous l'avez pu constater avec moi récemment, donc, il y avait cette rencontre, pseudo-rencontre, comme vous l'avez bien qualifié, à Rabat, et ce qui fait mal au cœur, c'est qu'on intègre le CCME dans cette opération, et aussi le ministère des Affaires étrangères. Donc, on n'est plus dans un cadre du ministère chargé des Marocains résidents étrangers. Vous trouvez normal, comme quoi, tout simplement, on choisit des têtes, on choisit des gens, et on ne donne pas la possibilité à d'autres gens, même s'ils sont contre cette politique menée depuis un certain temps, de leur donner leur avis. Cette marginalisation, cette discrimination, moi je peux la qualifier, et c'est une discrimination volontaire ou tout simplement par besoin électoral. Je vous reposerai la question différemment. Qu'est-ce que ça nous ajouterait, nous, vous et moi, d'assister à ce genre de réunion? C'est une perte de temps. De leur dire la vérité, droit aux yeux, ni plus ni moins. La vérité, je peux le dire à travers votre média, et je peux le dire à travers un certain nombre de médias, et je ne ménage pas mes mots. Donc, c'est une aberration que d'organiser des rencontres de ce genre, où vous invitez tous les journalistes accrédités à droite et à gauche, et Dieu merci, le Maroc dispose de potentialités dans le domaine de la communication dans tous les pays du monde, où vous ne faites rien. Et même si vous faites quelque chose, quelle est la plus-value? Réunir une poignée de journalistes pour qu'ils vous fassent votre éloge? Je crois que le Maroc a dépassé ce stade d'inviter des gens, de leur payer le billet d'avion, de leur payer l'hôtel, la nourriture, pour qu'ils fassent l'éloge. C'est la vieille recette, c'est la vieille recette qui est officielle maintenant. On n'ira pas très loin, cher ami. On n'ira pas très loin comme ça. Nous sommes à la veille d'élections très importante. Je tourne ma casquette j'enlève ma casquette de journaliste et je place la casquette d'homme politique. Justement, c'est la question que je souhaitais vous poser. Donc là, on parle d'un homme engagé, un homme politiquement engagé. Donc, vous pouvez nous dire un petit peu par rapport à cet engagement, comment vous la voyez en tant qu'MRE aussi? Voilà, je suis MRE et je suis le coordinateur des bureaux du Parti des Forces démocratique, le Front des Forces démocratiques
à travers l'Europe. Nous avons des bureaux à travers l'Europe, donc je suis un peu le coordinateur et je suis membre du bureau exécutif du parti qui tient ses assises à cette heure-ci. Ils sont dans une autre salle de l'autre côté et ils tiennent les assises de leurs assises pour évoquer les préparatifs de ce important scrutin. Mais moi je le vois du côté des MRE. Il est inadmissible de priver les Marocains de l'étranger de leurs droits constitutionnel. La Constitution leur a donné un droit. Aujourd'hui, les 5 millions de Marocains peuvent porter plainte contre le gouvernement parce qu'ils sont empêchés, et le gouvernement les a empêchés de participer à la vie politique de leur pays. Je les voyais ce matin, parce que j'ai pris la route aussi, je voyais un nombre incalculable de voitures. Je me suis arrêté dans des stations pour prendre le petit déjeuner. J'ai vu les gens heureux de rentrer chez eux. J'ai vu les enfants... Ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, c'est Moustapha, il n'y a pas de doute. Les enfants courir à droite et à gauche dans cette belle nature qu'est la nature marocaine. J'ai une question, ça tombe bien. Oui. Est-ce que vous faisiez partie des gens qui étaient invités par le CME lors de cette dernière rencontre avant celle des journalistes avec les politiques pour parler de ce droit de vote? Alors d'abord, j'espère pouvoir avoir l'information exacte. Ce n'est pas une invitation du CCME, à ma connaissance. D'accord. C'est une initiative prise par 4 ou 5 membres de partis politiques. Et quand je dis membre de partis politiques, je peux vous citer le nom d'une personne en France qui fait partie de cette délégation. Et cette délégation a préparé une pétition qu'elle a envoyée à travers le réseau du tissu associatif marocain de l'étranger. Et je me suis rendu compte personnellement que lui-même et aucun membre de son association ni de son parti n'ont voté dans cette pétition, n'ont signé cette pétition. Donc c'est pour vous dire que c'est des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui ont pris l'initiative à 4 ou 5 de parler au nom des MRE et de faire le tour de quelques décideurs qui les ont reçus. Et le résultat, quel est le résultat? Le résultat, c'est que le ministre de l'Intérieur, la semaine dernière, a été clair. Il est impossible techniquement d'organiser, de créer des bureaux de vote à l'étranger. Notre parti, le Front des Forces démocratiques, a été l'un des tout premiers à dire qu'il faut trouver une solution. Aujourd'hui, en Belgique, on vote électroniquement. Bien sûr. Il y a un vote électronique. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, on peut tout faire. Avec une adresse mail, chaque personne a sa propre adresse mail. Avec une simple adresse mail, on peut permettre à un Marocain de l'étranger de voter. Voilà une solution très simple, parce qu'aujourd'hui, quand on cherche à joindre les Marocains résidant à l'étranger, eh bien on fait appel à l'Internet. Aujourd'hui, le Muassasat Hassan Thani al-Maghreb al-Muqimin bil-Kharij fait de la formation à distance. Donc comment voulez-vous que de ce côté-là, on puisse faire de la formation à distance et de l'autre côté, on ne puisse pas organiser? Tout est possible, peut-être un vote électronique pour une partie des Marocains. Moralité d'histoire, c'est bien, donc c'est une question de volonté, quoi qu'il arrive. Donc ils n'ont pas la volonté que ce dossier avance. Donc depuis un certain temps, tout le monde en parle, tout le monde évoque ce dossier épineux pour eux, pas pour nous en tant que Marocains, parce que c'est un droit. Le problème est aussi chez nous, MRE. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Il est aussi chez nous, pourquoi? L'exemple que vous venez de citer, 4 ou 5 personnes qui ont pris une initiative personnelle d'aller à la rencontre des décideurs politiques. Que représentent-ils? Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Nous sommes divisés et le gouvernement et ce ministère des MRE jouent sur cette division. Cette rencontre avec ces pseudo-journalistes, comme vous dites, c'est une manière aussi de diviser le corps des journalistes marocains résidant à l'étranger. On cherche à diviser pour mieux régner et pour mieux décider. Donc si on était unis, si on parlait d'une même voix, croyez-moi que les choses tourneraient autrement. Je peux vous donner un cas que je connais parfaitement. Alors imaginez qu'à Bruxelles, les Marocains sont 4 fois plus nombreux que les Turcs. Eh bien les Turcs ont leur propre école turque, où les enfants des Turcs suivent des cours, d'abord la formation belge, parce que c'est une école turque sous autorité belge, et à côté de cela, les cours de la langue et les cours de la culture turque. Et nous, qui sommes 4 fois plus nombreux, nous ne sommes pas capables de faire ça. L'islam en Belgique, qui a été très longtemps géré par des Marocains, des Belges d'origine marocaine, aujourd'hui est géré par les Turcs. Parce que chaque fois qu'il y a un Marocain qui monte, eh bien un autre qui vient le descendre. Donc,
C'est ça notre problème. Justement, malheureusement, c'est universel et c'est une maladie professionnelle, comme je la qualifie moi. Chez nous, les Marocains, c'est une maladie professionnelle non rémunérée par la sécurité sociale, mais malheureusement, c'est le cas. C'est valable en France, c'est valable ici sur notre région. Hein, on l'a constaté à maintes reprises. Moi, j'avance pas, toi, tu avances pas. C'est la règle d'or et j'ai l'impression que ça fait le bonheur de quelques-uns. Un dernier mot, s'il vous plaît, parce que j'ai une deuxième personne de Copenhague qui va intervenir après vous. Un dernier mot par rapport à cet acte barbare qui a fait aussi beaucoup de morts marocains à Nice. Autant que éméreux, comment vous voyez cet avenir qui commence à se clabousser un petit peu, hein, donc écoutez, j'ai vécu cet épisode à Bruxelles il n'y a pas longtemps, puisque j'ai dû voyager à la veille de l'attentat à l'aéroport de Zaventem. Je le vois à travers les médias, à travers la télévision et à travers tout ce qui s'écrit et se lit. Ce sont des actes barbares que nous condamnons, nous, résidents marocains à l'étranger, et que nous subissons, nous, résidents marocains à l'étranger. Parce que croyez-moi, le comportement, que ce soit des Belges ou des Français, n'est plus le même depuis quelque temps. On nous regarde de travers, on nous regarde autrement, et on regarde nos enfants autrement. Et j'ai des amis, et leurs enfants, quand ils rentrent le soir, ils leur disent, écoutez, nos camarades de classe nous disent que peut-être qu'on va devoir rentrer chez nous, bientôt. Ah oui. Donc, je trouve ça inadmissible que d'abord nous condamnons ces actes barbares et puis les gouvernements européens et surtout le gouvernement français, parce que la question est simple, pourquoi ça n'arrive qu'en France? Il faudrait aussi se poser la question et se dire pourquoi ça n'arrive essentiellement qu'en France. Nous condamnons ces actes barbares, mais il faudrait que la France, qui a un rayonnement international, que ce rayonnement puisse perdurer dans le domaine de la culture, dans le domaine de la science, dans le domaine du savoir, et ne pas uniquement dans le domaine des guerres et de la violence. Merci, cher ami البيض مصطفى. هذه فرصة سعيدة والحمد لله اللي لقى بك عبر هذا البرنامج. هو برنامج مغربي كما تعلم. نحن لسنا بصحفيين وإنما مغاربة كمغاربة résidant à l'étranger, ni plus ni moins. Nous défendons notre pays avec les moyens de bord. Il s'agit d'une radio française et l'émission marocaine a toute sa place. Et nous souhaitons que les forces vives du Maroc puissent participer dans cette émission pour parler d'un Maroc nouveau, un Maroc propre. مرحبا بك سي مصطفى، وقت ما تحتك الفرصة وعطلة سعيدة لكل العائلة ديالك. ونبقى الآن إن شاء الله مع هذا المقطع الموسيقي ذا دلالات لأنه جاي من منابع المغرب للمطربة المرحومة المعروفة بالوطنية ديالتها خربوشة qui a parlé d'une Marocaine révolutionnaire, d'une Marocaine qui n'a pas accepté la défaite ni الحقرة. أهلا وسهلا سي البيض. مرحبا أخي، فرصة سعيدة. شكرا. Retour au studio et après cette belle pause musicale de Motoriba Kharboucha, nous sommes en direct aussi avec un homme de médias. Un homme de médias qui a participé avec nous dans cette émission et qui a son mot à dire. Quand même, il représente une grande communauté marocaine au nord de l'Europe.
السي البشير الحمري، مرحبا بك. أهلا سي عبد اللطيف. فتحي. أنا مرحبا بك. تحية لكل المستمعين والمستمعات الذين يستمعون لهذه القناة الرائدة. تحية كذلك لطاقم الإذاعة وللزميل الصحفي مصطفى الأبيض اللي استمعت له بإمعان. السي مصطفى صاحب التجربة الطويلة، بكل صراحة افتقدناه وافتقدنا برامجه. أنتهز الفرصة لأقدم للشعب الفرنسي أحر التعازي والمواساة لضحايا الاعتداء الإرهابي الهمجي الذي ذهب ضحيته مسلمون ومسيحيون وربما ديانة أخرى. ننتهز الفرصة لنندد بالتطرف والعنف والإرهاب الذي لا دين له. نعم. أعتقد أن السي مصطفى الأبيض تناول في حديثه معك مختلف القضايا، مجموعة من القضايا اللي هي نعم. قضايا جد مهمة. كيف تعلم أخي، لأن هذا الموضوع ديال اليوم هو كان موضوع داكتواليتي، دونك هو سان براساج ديال الاحداث اللي تتم لي ماروكان ريزيدون طونجي افيك هذا لاكت باربار كي توشي ان غران نومبر دو nos concitoyens, mais aussi cette actualité avec l'opération Marhaba et avec la dernière rencontre, soit auprès de CCME avec ses représentants politiques, soit la nouvelle rencontre, comme il l'a qualifié ici Mustafa Al-Abiad, pseudo-rencontre اللي كانت موجودة اللي دازت مع السي بيروم وزير الجالية، واللي عنده دوبل كاسكيت. يفو السينيالي، ربما لا شارج عليه ثقيل عليه بزاف، لأنه مقابل الجالية المغربية وكذلك الجالية الغير المغربية الموجودة بالمغرب. ربما هذه من بعض الحوايج اللي خصنا نهضروا عليهم، لأن هذه العملية هذه لابد ما خص تكون فيها تفكير، لأن لكل ذي علم علمه، لأن الجالية الموجودة بالمغرب هي جالية غير مغربية. هناك بعض لي سيرفيس دوتر سيرفيس اللي يقدروا يقابلوها، ويقدر يقابل الناس سي بيرو بالنسبة لهذه الجالية اللي عندها بزاف ديال الخاصيات، ونظرا الخاصية الاجتماعية وكذلك الاقتصادية والسياسية. سي صدقي، سي مصطفى الأبيض تناول في حديثه قضايا متعددة. مسألة الندوة التي نظمها وزير الجالية، والتي مع كامل الأسف حضرها وجوه لا علاقة لها بالإعلام. هذه الندوة أنا أختلف مع السي مصطفى الأبيض، لأنها ربما كانت تكون فرصة للكفاءات التي تشتغل في الإعلام بالخارج، اللي تتحدث وتناقش تطوير الإعلام في الهجرة. فبالتالي هي فرصتنا كذلك لتبادل الأفكار فيما يخص تدبير القضايا الأساسية نتاع المغرب. لكن مع كامل الأسف السياسة التي ينهجها الوزير فوتت علينا المشاركة في هذه الندوة لإبداء وجهات نظرنا في مختلف القضايا التي تتعلق سواء بتدبير ملف الهجرة أو تدبير قضية الوحدة الترابية. السي الأبيض تحدث كذلك عن المبادرة التي قادها مجموعة من الفعاليات السياسية من أجل الدفع والضغط على الحكومة المغربية لفتح باب المشاركة السياسية لمغاربة العالم. هذه المبادرة رغم تعدد الفعاليات السياسية المشاركة فيها فشلت في إقناع محاوريها داخل المغرب، لكن أنا أحمل المسؤولية لإقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية في الاستحقاقات المقبلة للحكومة.
رغم أن هناك فصول واضحة تتحدث عن هذه المشاركة، ولكن أحمل المسؤولية كذلك للمعارضة التي التزمت الصمت عقب التصريحات التي أدلى بها سواء وزير الداخلية في 15 أبريل وخلال الأسبوع الماضي، والذي أغلق الأبواب بصفة نهائية عن مشاركة المغاربة بالخارج في الاستحقاقات المقبلة بمبررات واهية. قال بأن هناك 800 ألف من اليهود المغاربة في داخل إسرائيل يشكلون إشكالية كبيرة في تصويتهم. هناك 5 ملايين مغاربة يعيشون في الخارج ويطالبون منذ سنوات بإعطائهم حق المشاركة السياسية. لم نسمع أبدا هؤلاء اليهود المغاربة الذين يسكنون في إسرائيل أنهم يطالبون بالمشاركة السياسية في الاستحقاقات التي تجرى في المغرب. أعتقد أنها مبررات واهية، وسكوت الأحزاب المعارضة دليل على أن الكل متآمر على مغاربة العالم وعلى حقوقهم الدستورية. أعتقد بأن إقصاء الكفاءات بالخارج فيما يخص الندوات التي تنظم داخل المغرب غير مبررة، وأنوه بتصريح السيد مصطفى الأبيض. وي السي الحمري. وي انت اخي ما تقطعش الله يخليك، لان جاني هاتف في نفس الوقت من عند الاخ ان ريسكابي ديال لا طونطا ديال نيس. نكوب سيل تو بلي ريست اون لين. سي الحسين الجامولي اللي عاش واحد المرحله خايبه هذه الايام الاخيره، وبغينا ناخذ الراي ديالو ونكملوا النقاش ديالنا ان شاء الله على هذا الموضوع الحساس اللي تيهم لو دروا دو فوت دي ماروكان اي سيت رونكونتر بسودو رونكونتر دي جورناليست ماروكان مع السي انيس بيرو. نكوب سيل تو بلي نكوب. Oui, Allô. bonjour. Oui, bonjour Mouli. Comment ça va? الحمد لله الله يبارك فيك. هذا السؤال اللي تيقتل شويه، لان كاع الناس اللي تعيطوا تيقول لك واش سافا كومون تو فا. وي مي الله غالب. سي لي سيركونستانس اللي ما بغاك ما يسول عليك كما نقولوا. Voilà, tout d'abord, je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont appelé, aussi bien du Maroc que de toute la France, pour avoir de nos nouvelles et pour parce qu'ils étaient très inquiets, parce que quand on voit les images à la télévision... Justement, parce que là, c'est le Jamouli, pour vous dire, parce que là, on est aussi en même temps en direct avec c'est le Bachir El-Himri, qui est de Copenhague, qui a présenté ses condoléances à l'ensemble des Français, et notamment les Marocains, mais c'est aussi Mustapha Al-Biad, aussi du Maroc, un journaliste marocain reconnu, qui a aussi présenté ses condoléances, qui a condamné cet acte barbare. Vous êtes un acteur associatif très dynamique et en même temps un homme d'affaires sur la ville de Nice. Et vous avez vécu ce drame qui a touché un grand nombre de nos concitoyens. Comment vous l'avez vécu? Comme tout le monde, c'était le 14 juillet, après tous les attentats et toutes les menaces terroristes sur la France. C'est vrai que les Niçois sont sortis massivement pour regarder le feu d'artifice et célébrer le 14 juillet, qui est une date parmi les dates les plus importantes de l'histoire de la République française, et que donc, comme tous les Français, comme tout le monde, on est sorti regarder le feu d'artifice. Mais il n'y a pas que le feu d'artifice, parce que normalement la soirée devait se prolonger jusqu'au petit matin, parce qu'il y avait des orchestres, il y avait beaucoup d'animations. La ville de Nice, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la deuxième ville touristique de France après Paris. Et donc, il y avait vraiment une liesse, et puis l'euro, la France a brillé, même s'il n'a pas eu la coupe, mais l'essentiel c'était d'arriver à ce stade. Et puis donc il y avait et puis il fallait pas baisser les bras après ce qui s'est passé en janvier. Comment les Marocains vivent cette atmosphère? Je vais y arriver. Ça c'est le contexte. Donc il y avait aussi beaucoup après le Ramadan bien sûr, et après beaucoup de choses. Il y avait aussi la communauté marocaine et puis tous les Français d'origine arabe ou maghrébine qui étaient nombreux parmi les
30 000 qui étaient massés sur la promenade des Anglais pour ce feu d'artifice. Après, 10 minutes après, 15 minutes après, avec mon épouse, on a été pour regarder un spectacle. Il y avait un podium où il y avait du rock, il y avait les Rolling Stones. Et puis après, je lui ai dit, je crois que plus haut, il y a du jazz. Et c'était plus haut, c'est-à-dire en direction du camion. Mais on ne savait pas, bien sûr. C'était quelques secondes avant. Et on était en train de marcher pour aller dans la direction du camion. Et puis on voit des dizaines, puis après des cinquantaines, des centaines, des 200, des 300 qui viennent vers nous. Quelqu'un est en train d'écraser les gens avec son véhicule et on voit le camion arriver. Et puis, voilà, on a pris conscience qu'il y avait quelqu'un avec son véhicule qui était en train d'écraser. Et je peux vous dire que c'était dense, quoi. Les enfants, les vieux, les jeunes, tout, quoi. Il y avait de tout. Et puis, une vague humaine qui courait dans tous les sens, en criant. Il y a des gens qui avaient des poussettes qui chutaient, mais bon, enfin... Et puis ensuite, et c'est ce qui a ajouté la panique à la panique, c'était les coups de feu de la police pour stopper le camion. C'est normal. Et qu'on voyait, ce qui est normal. Mais le problème, c'est que la rumeur, vous savez, la rumeur, elle se répand comme de la poudre, dans le sens où il y a des terroristes qui sont descendus du camion, ils sont en train de tirer dans la foule. Donc là, c'est encore... Et donc, voilà, et tout ça, ce que je vous raconte, parce que j'ai passé le film et je l'ai repassé 1001 fois, en ralenti, en accéléré, et c'est vrai que tout ce que je vous... 40 secondes, 45 secondes, et à ce moment-là, maintenant je peux en parler avec un petit peu plus de détails, et on veut se cacher sous une table, on veut se cacher derrière un petit muret, on veut rentrer dans un restaurant. Et puis on dit non, parce que les balles risquent de nous atteindre, parce qu'on croyait vraiment que c'était des terroristes qui étaient armés et qui tiraient dans la foule. Donc une balle, si elle me frappe pas moi, il y avait ma femme à côté de moi, on tirait, on courait. Et puis bon, comme je connais du monde par là, vers la zone piétonne et la promenade, je suis rentré dans un bar dont je connais les patrons. Rentre aussi, et puis il y avait au moins une vingtaine qui sont rentrés, puis on a fermé le bar, et puis la police qui court avec les... C'est dramatique, mais juste une question s'il te plaît, si Hussein, لأن الوقت مبرس, parce qu'il y a en même temps, عندي monsieur Bachir El-Himri de l'autre côté de la ligne. L'état d'esprit des Marocains actuellement avec ce drame et en même temps avec cet amalgame. Le drame, il y a des morts, voilà. Donc comment vous le vivez? Après le choc, on essaie d'être soudés parce que bon, très vite, moi j'étais appelé par le consulat, par des responsables du Maroc, etc. pour avoir des nouvelles, sachant que j'étais un acteur associatif, président de la Maison du Maroc 06. Ils pensaient que je pouvais, et effectivement j'ai contacté les différents membres de l'association, et c'est là où on a appris que la première victime des victimes, c'était une Marocaine âgée, pieuse, une femme pieuse, Hajja, et qui était, c'est la première victime. Et puis après on a appris aussi d'autres... Normalement, nous sommes dans le nombre de 4. À l'heure actuelle, il y a 4 morts sûrs, mais vous savez, l'identification n'est pas encore totalement terminée. Il y a une jumelle, c'est une fille dont le frère jumeau, il a été écrasé par le camion avec sa tante. Et puis voilà, là il y avait le consul, ça vraiment il a été assez réactif parce que bon, il s'est déplacé de Marseille 200 km pour venir à Nice. Il a rendu visite aux familles, aux proches des victimes. Il a été aussi à l'hôpital rendre visite à certains blessés. Eh ben parfait. سي الحسين الحمد لله على سلامتك واسمح لي على هذا لان قبيل عيط الساعه ما كانش التليفون ما كانش malheureusement j'attendais aussi l'appel. ولا كان وقيلا سيلونسيون وقيلا كان عندك الهاتف. On continue, on va essayer de rendre hommage. ان شاء الله bien entendu.
bien entendu. de façon visible. Et puis merci à tous ceux qui ont exprimé leur solidarité, leur compassion. شكرا سي حسين، شكرا Françaises et marocaines. شكرا et que vive la paix إن شاء الله. شكرا أخي، على سلامتك. Merci مع pour cette السلامة. invitation. مع السلامة. وي سي البشير، اسمح لي اخي، اسمح لي، مي كومون دي سي لو لايف سي كوم سا كسا سباس. هذا مسكين، هذا واحد انسان حفظه الله تعالى من هذه المصيبه هذه العظمى. شوي ديزولي دو فو كوبي تو تالور، على سلامته. الله يخليك كملينا على هذه النقطه بالضبط، لان الكلمه الاخيره اللي قلتي هي هذه لا ديسيزيون دو مينيستر دو لانتيريور. أجدد مرة أخرى تضامني مع ضحايا الإرهاب الأعمى في فرنسا، وأقدم تعازي الحارة لكل المواطنين سواء كانوا فرنسيين أو مغاربة العالم من المشاركة السياسية رغم الفصول الواردة في الدستور. شكل صدمة لكل الفعاليات التي نضلت لسنوات من أجل المواطنة الكاملة هنا وهناك، مع كامل الأسف مبررات وزير الداخلية، وهي لأن المغرب سبق له أن نظم استفتاءات في السابق من خلال فتح صناديق التصويت في السفارات والقنصليات وغيرها من المؤسسات المغربية بالخارج. أعتقد بأن حرمان مغاربة العالم من المشاركة السياسية في الاستحقاقات القادمة سيشكل ضربة قوية للنضال الذي خاضه الفعاليات السياسية والجمعوية لسنوات. لا أعتقد كان من الضروري أن نواكب ما يجري في الدول المجاورة لنا. مثلا الجزائر منحت حق المشاركة السياسية لمواطنيها، تونس، ليبيا 10 ملايين مصري شاركوا في الاستحقاقات التي جرت في مصر ولهم نواب يمثلونها. كان من الضروري على الدولة المغربية أنها تراعي مطالب وانتظارات المغاربة، لأن مشاكل الهجرة واحد السؤال أخير الله يخليك، ما رأيك لحد الآن هناك تقريبا 3-4 ديال الوزراء ديال الجالية اللي تعاقبوا على هذه الجالية. نعم. تكلم كثيرا السي مصطفى البياض وأنا أشاركه الرأي فيما العمل اللي قام به السي محمد عامر. جا من وراء بعض الوزراء آخرين. مع الأسف الشديد هناك إشكالية تنعيشها حاليا، هناك أعمال تم هدمها وهناك مشاريع لم تقم وهناك إشكالية كبيرة. كيف ترى هاد التداعيات ديال هاد الوزراء اللي واحد من وراء واحد، ولكني مع الأسف الكبير الإشكالية هي لازالت هي كما كانت قبل؟ أنا أنوه بتصريح السي مصطفى البيض، لأن فعلا المجهودات التي قامت بها نزهة الشقروني رغم الإمكانيات الضئيلة اللي كانت مخصصة وزارة الجالية آنذاك، والمجهودات الجبارة اللي بذلها السي محمد عامر، كنت نتمنى أن الوزراء اللي جاوا موراه يواصلوا نفس السياسة، لأن السي محمد عامر كان ينهج سياسة القرب، كان من خلال لقاءات مفتوحة مع مغاربة العالم يستمع لهم ويحاول أنه يحل المشاكل اللي كانوا يعانوا منها. فتح مع كامل الأسف فتح مؤسسات ثقافية في مختلف الدول الأوروبية، في بلجيكا، اشترى كما قال السي مصطفى البيض مقرا في أمستردام، في كندا، في برشلونة. يرجع له الفضل في شراء هذه المؤسسات الثقافية، ولكن الوزراء الذين أعقبوه لم ينهجوا نفس السياسة، وضاعت مجهودات سي محمد عامر.
أعتقد بأن من يستحق تدبير ملف الهجرة يجب أن تكون كفاءة تتحمل هذه المسؤولية وتعيش في الخارج. ما دام أن هناك كفاءات استطاعت أن تفرض وجودها في دول عديدة. فرنسا عندنا 3 وزيرات، في هولندا عندنا رئيسة مجلس الشيوخ مغربية، عندنا العمدة نتاع روتردام مغربي، في بلجيكا هناك كفاءات قادرة على تدبير ملف الهجرة أحسن تدبير. لماذا لا نسند مهمة الوزارة لكفاءات تعيش في الخارج وتعرف مشاكل الهجرة؟ ثم لماذا أغلقت الدولة المغربية والحكومة المغربية الباب أمام مغاربة العالم للمشاركة السياسية ولتدبير هذا الملف الشائك؟ أعتقد أن الدولة لحد الآن لهذه الساعة أوجدت نفسها أمام صعوبات ربما ستكون لها انعكاسات، لأن سد الباب على مغاربة العالم للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة سيكون له انعكاسات. سيصاب العديد من الفعاليات الجمعوية التي ناضلت لسنوات من أجل الحق في المواطنة الكاملة، سيصاب الجميع بالإحباط وسيفقدون. كن على يقين تام سي البشير، كن على يقين تام، وهذا منطلق من عندنا احنا في هذه المنطقة. إن شاء الله سوف نقوم بالواجب، وسوف نقوم بإعداد برامج أسبوعية ولو مرتين في الشهر في هذا الموضوع بالضبط، لكي نرى الحقيقة ونرى في الحقيقة من هو المسؤول على هذا الظلم الجائر، هذا الظلم اللي هو gratuit envers ces Marocains, envers ces concitoyens leurs frères marocains sur place, avec malgré leur rôle économique, malgré leur rôle politique, malgré leur rôle culturel et sociétal. Nous sommes en train de perdre des atouts, et ça, de notre côté, je l'espère bien, de ton côté aussi, de l'ensemble des côtés des gens qui défendent l'intérêt de notre pays, doivent se lever et doivent parler à haute voix et dénoncer ces manœuvres qui sont discriminatoires au sens propre du terme. اسمح لي أن أقول في ختام هذه المراسلة بأننا من خلال المنابر الإعلامية التي نمتلكها ونتكلم بكل استقلالية سنواصل الدفاع عن قضايا البلاد ديالنا إن شاء الله، وسنواصل انتقاد السياسة التي تنهجها الحكومة في حق مغاربة العالم وحرمانهم من المشاركة السياسية. وهذا الجانب هذا أخيرا تيتخلص كذلك عنده علاقات مع بعض القناصلة اللي ما تيخدموش الخدمة ديالتهم، اللي عندهم علاقة جايين هنا باش يعمروا جيوبهم. دونك هادشي راه ولا معروف بواحد الطريقة مفضوحة، وبعض الناس يستغلوا الدين من الجانب تعمر الجيوب ديالهم. هادشي كامل خصنا ندينونسيوه ديال مانيير فورت، لأن بلادنا ما محتاجات لهاد العناصر وما عمرها تكون محتاجة لهم إن شاء الله. نعم، شكرا أخي، ويوم سعيد وعطلة سعيدة إن شاء الله سي البشير. شكرا جزيلا. مع السلامة أخي، مع السلامة.